François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon dit il essaie d'avoir les bonnes grâces du RN. Enfin, mine de rien, le Rassemblement national a obtenu gain de cause sur l'électricité, sur les cotisations patronales. C'est peut-être pas fini. Le NFP, de son côté, rien. Aucun gain politique. Vous vous dites pas, on s'est planté dans la stratégie en disant dès le départ qu'on allait censurer le gouvernement et en ne laissant pas un chemin pour la négociation. Et quand je dis vous, je parle du NFP dans sa globalité. Je parle pas de vous personnellement parce que je sais que vous étiez un peu plus ouvert aux discussions. Non, mais écoutez, d'emblée, Michel Barnier a été installé là parce qu'il était compatible avec le Rassemblement national. Et finalement, ce chemin qui était dessiné d'emblée, il ne fait que s'approfondir depuis, jusqu'à, vous l'avez dit, maintenant un ultimatum lancé par Marine Le Pen en disant vous avez 3 jours, et avec une forme de chantage qui s'existe, avec la liste des courses qu'elle fait. Et je m'interroge, puisque le Rassemblement national se dit qu'il est très intéressé par l'abrogation de la réforme des retraites installée par Emmanuel Macron à 64 ans, comment ça se fait que Madame Le Pen ne place pas la retraite à 60 ans, après 40 annuités, comment ça se fait qu'elle ne place pas l'abrogation de la retraite Macron parmi ses lignes rouges et dans sa liste de courses qui est déjà longue. Mais si elle en fait un point prioritaire, normalement ça devrait figurer à l'intérieur de ça. C'est une question qu'on pourra effectivement poser tout à l'heure à Franck Alizio, qui sera député du RN. Mais c'est vrai que pour l'instant, cette liste de courses, elle se concentre sur le budget, même si effectivement, elle fait, Jordan Bardella a fait tout à l'heure des allusions à l'immigration et à la sécurité. Il n'empêche, je me permets de reposer ma question parce que vous dites Michel Barnier et RN compatibles, mais aussi parce que, est-ce qu'il avait un autre choix? Parce que dès le début, le NFP a dit on ne composera pas avec ce gouvernement, on censurera ce gouvernement au discours de politique générale, puis au budget. Donc à aucun moment, vous n'avez laissé la porte ouverte pour qu'il y ait des négociations, des compromis, et pour que Michel Barnier vienne vers vous. Mais écoutez, madame, je pense que la faute initiale, elle n'est pas là. La faute initiale est dans le choix de Michel Barnier. Et je le dis sans animosité personnelle à son endroit, parce que même je trouve que dans l'hémicycle, c'est quelqu'un qui, relativement, se comporte sans mépris, sans arrogance. Donc il n'y a rien de personnel à l'endroit de la personne de Michel Barnier. Mais en revanche, son orientation politique, les choix des personnes qu'il met au gouvernement, tel Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, et un certain nombre d'autres marqueurs. Il est évident qu'il est d'emblée tourné vers la droite, et je le dis même physiquement, on voit que dans l'hémicycle, dès le début de son mandat, il était tourné vers l'extrême droite, cherchant à obtenir en permanence leur approbation. Et autant, je le dis, il n'y a pas de mépris chez Michel Barnier, autant il n'y a pas non plus le sens du compromis. Alors, on le voit aujourd'hui sur la retraite, on va y revenir, mais de manière permanente dans l'examen du budget, c'est pas comme s'il y avait eu des moments en disant bon, écoutez, en effet, cette taxe sur les hyper-dividendes proposée par la gauche me paraît être du bon sens, ou cette taxe sur les méga-profits, pourquoi ne pas la retenir? Il n'y a rien qui est retenu d'un côté et il y a en permanence se pencher de l'autre côté. Donc le fait que la gauche vote la censure, compte tenu du projet que porte Michel Barnier, compte tenu de son orientation politique, et je le dis, de son orientation physique même à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y a rien de ça que de logique. On n'a pas joué, comme le fait le Rassemblement national, à je t'aime moi non plus, à je prends, je donne, à je suis avec vous, non, je suis contre vous. Enfin, il n'y a pas eu un chantage qui a exercé, il y a eu une position claire qui a été donnée. Maintenant, on peut revenir sur pourquoi on est dans cette situation, au fond, d'instabilité politique profonde. Je veux dire, le choix d'Emmanuel Macron, le 9 juin au soir, d'opérer la dissolution est un péché majeur. Quand il dit « j'ai dégoupillé une grenade dans les pattes des partis », à ce moment-là, non. Il a dégoupillé une grenade dans les pattes de la démocratie, il a dégoupillé une grenade dans les pattes du pays. Voilà ce qui s'est produit. Donc vous dites comme Jean-François Copé que le responsable de cette situation, c'est Emmanuel Macron et que le réel objectif, c'est d'appeler à sa démission. Il faut qu'il parte, c'est ça que vous nous dites ? En tout cas, je dis que oui, le responsable de la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est Emmanuel Macron, comme président de la République, qui fait ce choix catastrophique qu'on paye encore de la dissolution. Maintenant, comment on va régler ça? Oui, je l'ai dit, Monsieur Macron, compte tenu du désastre dans lequel il conduit le pays depuis 7 ans maintenant, un désastre politique, y compris avec la montée énorme du Rassemblement national dans notre pays, un désastre budgétaire. Si la gauche avait fait ce qu'il a fait, on dirait qu'on a mené le pays à sa perte. Bon, d'un désastre social, parce qu'il y a un décrochage social dans le pays aussi. Compte tenu des désastres produits par Emmanuel Macron, oui, je pense qu'il devrait réfléchir à sa démission. Maintenant, malheureusement, c'est entre ses mains.
ce choix-là. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Il faut qu'il y ait d'autres propositions de gouvernement. Enfin, aller choisir Michel Barnier, un homme des Républicains, quand le Parti républicain n'a jamais été aussi faible dans le pays, c'est un contresens. Quand le choix qui est sorti des urnes le 7 juillet soir est un choix de Front républicain qui dit qu'il ne faut pas donner le pouvoir au Rassemblement national et que finalement on a un homme qui chaque jour donne davantage de pouvoir au Rassemblement national, c'est un contresens. Donc il faut un gouvernement d'une autre orientation. Mais je le dis, on ne va pas s'en sortir compte tenu du chaos aujourd'hui, de la confusion. On ne va pas s'en sortir seulement par une solution à l'intérieur des institutions existantes. Vous savez, moi, cette situation dans laquelle on se trouve me rappelle 1788. On a aujourd'hui à la fois un blocage fiscal et un blocage institutionnel. À l'époque, on s'en est sorti par les États généraux. Donc il est évident qu'il faut s'en sortir à nouveau par retour au peuple. François Ruffin, vous le savez, vous l'avez dit vous-même, il peut pas. Le président de la République est seul décisionnaire de sa décision, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il va pas démissionner. On le sait, si jamais il y a la censure. Si cette censure passe, qu'est-ce que, comme on peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous exigez comme Premier ministre? Est-ce que vous exigez que ce soit un Premier ministre de sensibilité de gauche, même si c'est un social-démocrate? Est-ce que vous pourriez travailler avec lui? Moi, il y a eu un accord, et vous le savez, on ne va pas y revenir 15 000 fois, on a parlé, reparlé, re-reparlé de tous les partis du nouveau Front populaire autour de la figure de Lucie Castet. Le consensus a déjà été assez difficile à établir, si vous vous en souvenez bien, début juillet. Donc on ne va pas recommencer ça. Il y a un nom qui est sur la table. Et le raisonnement qu'on tenait alors en disant « c'est pas au président de la République de censurer Lucie Castet, c'est éventuellement à l'Assemblée nationale de le faire, ou à elle de démontrer avec nous qu'on est capable de construire des majorités sur des sujets, prenons 5 dossiers, d'être capable de construire des majorités sur 5 dossiers, ce serait à nous d'en faire la démonstration. Pour l'instant, on ne nous a pas donné cette chance-là. Donc que cette chance soit donnée, ce serait la première des conditions. Enfin, il ne tient plus le consensus, François Ruffin. Ouais. Le PS a déjà dit qu'il ne voulait pas de Lucie Castet. Et en face, quoi qu'il arrive, le RN a déjà dit un gouvernement NFP, Lucie Castet ou pas Lucie Castet, nous on censure immédiatement. Donc un gouvernement NFP, il durera que quelques jours. Mais écoutez, prenons ce risque. Mais déjà qu'il y ait cette étape qui acte que, de fait, le nouveau Front populaire n'a pas les moyens de gouverner aujourd'hui dans le pays, ne serait-ce que sur des projets minimaux où on voit que dans le pays, il peut y avoir 90% des Français qui nous sont favorables, par exemple sur l'abrogation de la réforme à 64 ans, pour l'instauration d'une taxe sur les dividendes, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Et sur ces sujets-là, il y a moyen de rassembler très largement. Donc voyons ce qui se produirait. Ayons l'expérience. Vous savez, c'est comme si Emmanuel Macron censurait cette possibilité d'avance et comme si c'était les plateaux médiatiques maintenant qu'il a censuré également d'avance. Ben non, laissons cette chance. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager ce qui serait plus stable et plus sûr du point de vue de la pérennité, d'élargir le NFP? C'est-à-dire de constituer une coalition où le NFP serait la force motrice, mais qui s'appuierait aussi sur une partie, une fraction centriste, quoi. Ce sont des choses qui se font partout en Europe et qu'on peut très bien imaginer là. Et on se retrouve dans une équation différente à ce moment-là, parce que c'est une majorité difficile à censurer, là, pour le coup. Alors, je vous ai dit comment je raisonnais, c'est-à-dire que je raisonne par projet. Au fond, je pense qu'il faudrait poser le projet de l'abrogation de la retraite à 64 ans et voir quelle majorité se dégage, poser la question d'instaurer une taxe sur les dividendes et voir quelle majorité se dégage, mais vous dire que le comportement d'aujourd'hui sur la proposition de loi France Insoumise d'abrogation de la retraite à 64 ans, le comportement des députés centristes, macronistes, républicains n'est pas du tout rassurant. En vérité, moi, il m'effare. Il m'effare qu'il soit prêt de manière kamikaze à aller dans le mur des centaines de fois dans la journée en démontrant maintenant toutes les 2 minutes à quel point ils sont en minorité dans cette assemblée et en continuant quand même. Mais ça c'est rien comparé à ce qui s'est produit dans le pays maintenant depuis au moins 2 ans qu'ils ont décidé d'installer cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ils ont perdu une première fois aux européennes. Ils ont perdu une deuxième fois aux législatives. Vous savez, n'importe quel parti qui perd de cette manière-là, mais qui perd de manière importante, se poserait des questions, se remettrait en cause, ferait son autocritique, se demanderait mais qu'est-ce qu'il y a dans ce que je propose qui convient aussi peu au pays?
manifestement, quand on fait une réforme des retraites contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis, et déjà à l'époque, vraisemblablement, contre une majorité de députés à l'Assemblée nationale, on y perd des plumes. Et là, je vois que, malgré ces défaites successives, c'est comme s'il n'y avait aucune leçon qui en était tirée, comme s'il n'y avait rien qui en était retenu. Et au contraire, il s'agit de poursuivre de leur côté, ce que je n'ai pas dit de M. Barnier, mais il s'agit de poursuivre de l'autre côté avec le même mépris et la même arrogance. On voit mal, dans ce contexte-là, comment pourrait se faire une alliance si sur leurs fondamentaux des choix fiscaux qui ont été faits ces dernières années et qui conduisent le pays dans le fossé budgétaire aujourd'hui, parce que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est les choix des Mozart de la finance que sont Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Si jamais il n'y a pas une remise en cause sur les choix fiscaux qu'ils ont opérés, on ne peut pas travailler avec eux. Mais alors, s'il n'y a pas de remise en François cause sur le fait qu'on François Ruffin, pardonnez-moi, vous parlez du fossé budgétaire. Mais est-ce que le coût à payer pour les Français, là, aujourd'hui, ne serait pas plus élevé sans budget qu'avec un mauvais budget? Parce que je sais que c'est que la situation sociale, vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Il y a jusqu'à 200 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui par la CGT. Enfin, selon la CGT, les entreprises, elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de visibilité. J'entendais encore François Asselineau, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, donc on n'est pas sur les gros groupes. Il dit, si demain, vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Parce que si demain, il n'y a pas de budget, on retourne dans une période d'incertitude politique, économique, etc. Et il dit, c'est la catastrophe pour les entreprises. Parce que dans ce cas-là, nous, on n'investit plus, on n'emploie plus. Et du coup, il y a des entreprises qui vont faire faillite. Et ça va se répercuter, en fait, sur les gens. Ça va se répercuter sur l'emploi. Mais d'abord, l'instabilité politique, elle est aujourd'hui dans le pays. C'est pas de la faute de François Asselineau, je l'ai dit, mais il faut considérer qu'elle fait partie aujourd'hui du pays. Et je le dis, le budget, s'il n'y en a pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'investissement et ça me paraît un souci. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les affaires courantes qui seront gérées. Les affaires courantes, elles le seront. Mais en revanche, dire que ce budget-là, pour parler de l'économie française, va être catastrophique parce que c'est un moment où on aurait besoin d'investissement. Et là, on sait, ça a été noté par l'OFCE, par l'Observatoire français de la conjoncture économique, que ce budget-là correspond à moins 0,8 points de croissance. Déjà, on va avoir une croissance qui va être faible. Et c'est comme si dans un moment où on faisait plus que ralentir, là, le gouvernement se décidait à appuyer sur le frein. C'est pas de sa responsabilité directe, puisque ça revient aux choix qui ont été faits par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Mais voilà, à un moment où on aurait besoin d'investissements contracycliques pour relancer la machine économique, c'est le moment, au contraire, où on vient l'entraver, la briser. Donc ce budget-là, de toute façon, est un budget mauvais pour les entreprises, mauvais pour les ménages et mauvais pour l'économie. Maintenant, si on va sur ce sujet-là, c'est comment on s'en sort. Comment on s'en sort quand un Bruno Le Maire nous a créé une dette infernale. Et moi, je prends cette question au sérieux, j'appartenais à la commission d'enquête montée par les Républicains sur la dette publique dans notre pays et qui montrait très bien qu'il y a eu deux causes à cette dette-là. La première, c'était les crises des subprimes, crise du Covid. Et la deuxième cause, ça a été les choix d'abaisser les impôts sur le capital, opérés notamment ces dernières années avec moins 62 milliards d'euros par an. Donc c'est pour vous dire qu'on a aujourd'hui une crise fiscale. Je le redis, au moment de la Révolution française, il y avait deux crises qui se conjuguaient. Il y avait une crise fiscale et il y avait une crise institutionnelle. La proposition qui est faite par Louis XVI à l'époque, c'était de recourir à des états généraux pour remettre d'aplomb à la fois la fiscalité et pour remettre d'aplomb aussi le fonctionnement des institutions, un rééquilibrage du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation de cette nature-là. Christophe. S'il y a censure la semaine prochaine, François Ruffin, les Français vont en tirer deux conclusions. Ça sera l'échec consommé définitif du Front républicain qui montrera qu'il n'a été qu'une fiction électorale. Et puis ça sera une victoire pour Marine Le Pen. Elle pourra dire à ses électeurs, vous voyez, c'est moi qui ai fait tomber le gouvernement, c'est donc moi qui tiens ce pays. Vous allez en payer un prix politique cher. Mais, Monsieur Barbier, vous voyez bien tous les jours que ce Front républicain ne peut pas exister quand les choix sont faits sous la menace et sous l'ultimatum de Marine Le Pen et qu'on a un Premier ministre qui a été installé à Matignon parce qu'il était compatible avec le Rassemblement national. Donc d'emblée, l'orientation de ce gouvernement n'est pas une orientation de Front républicain. Ça ne l'est pas du tout. Et il y aura à Marine Le Pen à s'expliquer sur comment ça se fait qu'un jour elle censure, un jour elle censure pas. Comment ça se fait qu'elle fait ce jeu de « je t'aime, moi non plus » Est-ce que c'est strictement lié au bien des Français ou est-ce que c'est lié à son intérêt particulier et la situation dans laquelle elle met ses affaires judiciaires?
François Ruffin, on va revenir sur l'abrogation de la réforme des retraites qui est débattue donc en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que vous êtes présent sur place dans le cadre de cette niche parlementaire d'LFI. Je vous rappelle la règle du jeu qui est particulière quand c'est des niches parlementaires. En fait, on a jusqu'à minuit pour débattre d'un texte et si passé minuit, on n'a pas analysé, étudié tous les amendements, c'est fini en fait, il n'y a pas de vote. Et donc là, il y a une espèce de course contre la montre qui s'est engagée parce que le camp présidentiel a déposé près de 800 amendements. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un vote? On en est où là dans les débats? Non, évidemment, on ne va pas arriver à aucun vote. Au rythme où on va, on regarde 8, 9, 10 amendements par heure. Il en reste 500, il nous faudrait 50 heures. Donc l'obstruction opérée par la Macronie, on peut dire qu'elle fonctionne pleinement. Et non, il n'y aura pas de vote ce soir. Maintenant, la vérité, c'est que tout le monde l'observe. Ils sont en minorité. Il y a à la fois une très large majorité dans le pays qui veut l'abrogation de cette retraite à 64 ans. Et il y a une très large majorité dans l'Assemblée qui souhaite aussi cette abrogation. Je le dis que c'est un souci. C'est un souci quand, dans la durée, le choix fait par nos dirigeants ne correspond pas à des choix populaires profonds. Je le dis parce que je pense que c'est pas seulement sur cette réforme des retraites-là que ça joue, mais au fond, ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça. Si vous prenez ce qui s'est passé au niveau du traité constitutionnel européen, déjà, on avait un choix populaire profond, 80% des ouvriers, 71% des employés, 67% des chômeurs, 55% des Français qui avaient dit non. Et finalement, les dirigeants ont fait comme si de rien n'était et ils ont fait comme si c'était oui. Eh ben, on est dans la même situation, sauf que le fossé entre les deux, la tension dans le pays s'approfondit entre les choix opérés par les dirigeants et un désir populaire d'autre chose plus profond. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été notre invité ce soir.